C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition. Dans l'actualité, à Goma, une nouvelle page diplomatique semble s'écrire. Viviane Van de Per, la chef intérimaire de la MONUSCO, y effectue sa toute première mission depuis la prise de la ville par l'armée rwandaise. Quels enjeux derrière cette entrée en scène dans un contexte sécuritaire toujours sensible? Sur les fronts continentaux, la République démocratique du Congo décroche un second mandat au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une reconnaissance diplomatique certes, mais pour quel impact sur la guerre au sein d'une Union africaine moins influente et incapable de condamner les multiples viols du droit international de la République démocratique du Congo et les actes criminels du Rwanda? Et puis, regard vers Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso parti pour un demi-siècle au sommet de l'État. Entre longévité politique du président de la République, candidat à sa propre succession et le débat sur l'alternance, la question fait couler beaucoup d'encre. Voilà tout pour les principaux titres de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé, Viviane Van de Per, chef par intérim de la MONUSCO, est arrivée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce jeudi 12 février 2026, dans le cadre des préparatifs de l'appui au suivi à la vérification du cessez-le-feu entre les forces loyalistes et la FCM 23, appuyée par le Rwanda. Cette présence de la diplomate onusienne comprend également des échanges avec des interlocuteurs et parties prenantes concernées afin de faire avancer les dispositions pratiques relatives aux mécanismes de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets, procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Réélue au Conseil de paix et de sécurité à l'Union africaine, la République démocratique du Congo amorce son deuxième mandat de 2 ans après avoir obtenu 44 voix sur les 48 requis dans un contexte de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Mais un deuxième mandat au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, pour quel impact sur la guerre d'agression aux conséquences incalculables sur le plan économique, social, humanitaire et environnemental? Outre son élection au Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies en qualité de membre non permanent, la République démocratique du Congo rafle cette fois-ci un second mandat au Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. Un pouvoir aussi stratégique certes, mais sans effet réel sur terrain au regard des attentes des populations meurtries dans la partie est du pays. Ainsi, plusieurs analystes convergent dans le sens de voir la RDC s'est limitée à un seul mandat. Le premier regard des enjeux sécuritaires, aussi exigeants lesquels sont demeurés inamovibles. La grande question ici est de savoir pourquoi alors ces faibles résultats alors que la RDC est aux commandes d'une institution si œuvrée pour des causes nobles par la prévention, gestion et règlement des conflits sur les continents africains, notamment sur son territoire. Une problématique
qui plonge les esprits avertis dans une série de réflexions, un monde aussi confus. Le pays de Tshisekedi va-t-il gérer un mandat sans pour autant en être bénéficiaire alors que sa situation sécuritaire est plus qu'indispensable? Que vaut cette série de mandats sans impact? Jusqu'à quand le Congo restera-t-il figurant et non acteur de son destin? Quel profit tire-t-on d'un statut vide de contenu alors qu'il s'agit initialement d'un partenariat entre États pour le bien-être de populations? Les souhaits des Congolais est de voir ce second mandat servir à rentabiliser les actions pour le retour de la paix, la stabilité, afin de tourner ces chapitres douloureux de la guerre que connaît depuis des décennies la République démocratique du Congo, à laquelle assiste l'impuissance de l'Union africaine. Depuis son arrivée sur le sol congolais, Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, insiste sur l'enjeu du dialogue congolais, la dynamique des solutions sécuritaires, que des visites de travail improductives en termes d'impact significatif sur la fin de la guerre et des massacres, alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies souffre d'application. Un oubli totalement mystérieux. La démarche de M. Lacroix vise-t-elle à aider les criminels à s'asseoir à la table pour négocier des postes? Tentative de réponse à cette question épineuse dans ce récit de notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Alors que sur terrain, il se constate une autre réalité différente de celle annoncée par les Nations Unies qui jusque-là n'arrivent toujours pas à porter le poids de la situation en vue d'une solution concrète à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Lacroix, lui, ne cesse de multiplier des visites sur le sol congolais. De nouveau à Kinshasa, que vaut cette énième visite officielle du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix? N'est-ce pas là une visite de trop, fort de la donne de visite balade et maîtrisant les enjeux en face sur les différentes missions à Kinshasa du diplomate onusien? D'aucuns estiment que ça revient au même, toujours de méthodes anciennes, privilégiant des échanges avec certaines parties concernées par la problématique de l'insécurité en République démocratique du Congo, des stratégies pourtant contre-productives. Aucun résultat favorable, ni des réponses adéquates aux questions des Congolais portant sur les calvaires qu'endurent les populations victimes des tueries. Un manque de respect ou du prix contre tout un peuple qui se veut indépendant et réclame son droit à la paix. Pourquoi ce recours au schéma déjà vu, déjà entendu, alors que le vies sont en danger permanent? Que devaient comprendre les Congolais de cette attitude des Nations Unies? À quand des solutions durables tant attendues au bénéfice des populations? Quel est donc ce nouveau tableau que présente l'ONU par les billets de Lacroix, aujourd'hui en consultation à Kinshasa, qui garantit cette nouvelle mission? Que de préoccupations restées sans suite sur la énième présence de Jean-Pierre Lacroix au Congo? Si les stratégies s'avèrent limitées et inefficaces, il serait préférable et rationnel de se retirer en lieu et place, de tenter un nouveau coup de poignard contre toute une nation au moyen des discours et visites ennuyées, alors que les enjeux restent exigeants en termes de résultats et non de partenariats apparents pour l'intérêt des mafieux au détriment de la RDC et ses populations. Assez de douleur des Congolais de l'Est, vivement un nouveau chapitre d'un pays sans guerre, un oasis où règne une paix visible. Au Parlement européen, un député français a claqué la porte de la plénière pour dénoncer l'inaction de l'Union européenne face aux violences commises en République démocratique du Congo par le régime de Kigali. Thierry Mariani pense qu'il est inadmissible de continuer à protéger le Rwanda, auteur des massacres et des pillages en République démocratique du Congo. Cette complaisance vis-à-vis du Rwanda, ajoute-t-il, devient très suspecte. Tony Nzolameso pour les détails. Paroles et paroles et paroles. Et encore des paroles. Ces morceaux de la célèbre chanteuse française Dalida a servi de référence au parlementaire français Thierry Mariani de démontrer sa détermination à dénoncer les comportements du Parlement européen face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'est un peu ce qui se passe au Parlement européen ici à Strasbourg, puisque en un an, c'est le 4e débat en ce moment sur les violences en République démocratique du Congo. Et en dehors de ce débat, rien n'est décidé, rien ne se passe pour aider ce pays.
Donc je le dis très clairement, cette fois, je ne participerai pas à cette comédie qu'est ce débat. Pour une raison simple, toutes ces discussions n'ont servi à rien. Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. Dans l'hémicycle, on soutient Kinshasa. Dans les faits, on laisse faire tout ce qu'il veut à M. Kagame. Thierry Mariani juge improductive les discussions du Parlement européen, d'autant plus qu'elles offrent un répit au régime de Kigali après 3 décennies de violence dans la partie est de la RDC. Tout a été dit, les massacres, les pillages, la volonté depuis 30 ans d'éradiquer toute une population, les viols et j'en passe. Le coupable, aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. À l'exemple de la Russie, l'eurodéputé sollicite des sanctions exemplaires contre le régime de Paul Kagame, notamment l'annulation du partenariat qui les lie. Toute la communauté internationale a prouvé que ces matériaux rares sont volés par Kagame et le Rwanda à la population congolaise. Ce double jeu de l'Union européenne doit cesser. Cette hypocrisie devient inadmissible. Ça doit cesser immédiatement car ça commence vraiment à devenir suspect. Alors si l'Europe veut dissiper tous ces soupçons, la seule réponse crédible de la Commission européenne, ce sont des sanctions dures et efficaces contre le Rwanda, contre Kagame, contre sa famille. Après cette dénonciation des Mariani, le regard du monde sont désormais tournés vers le Parlement européen pour une réaction rapide. Une partie de l'Est de la République démocratique du Congo sous occupation de l'armée de Kagame. Le Rwanda utilise les fréquences de la RDC sans aucune autorisation légale. En réaction, la première ministre exige une prise en charge technique immédiate à la RPTC pour une bonne suite et logique. L'annonce a été faite à l'issue d'un entretien avec les ministres des Postes et Télécommunications. Écoutez Josué Mpanda au sortir de cette audience. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir d'autorisation. Il fallait que nous venions avec les régulateurs, les présidents de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'RPTC qui va pouvoir communiquer sur la question, et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Le 12 février marque la journée mondiale de la lutte contre l'utilisation des enfants dans les groupes armés. Une occasion de faire un focus sur la partie orientale de la République démocratique du Congo, où des milliers de mineurs sont encore enrôlés dans les groupes armés locaux et étrangers. Détail dans ce récit d'Aaron Jovial Kankou Chimwanga. Selon plusieurs rapports des Nations Unies, au Nord Kivu et en Ituri, la multiplication des milices locales et la résurgence du M23 ont ravivé les violences. Des groupes armés continuent de recruter des mineurs dans les zones des conflits. Pour l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne, il est aussi nécessaire et utile d'associer le dialogue politique et le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Cette stratégie vise, selon ces organisations, à obtenir le cessez-le-feu et à favoriser une stabilisation progressive de la situation. Cependant, cette approche suscite des interrogations au sein de l'opinion congolaise. Certains acteurs de la société civile dénoncent une forme de complaisance, estimant que des groupes armés accusés de graves violations des droits humains participent aux négociations sans subir des sanctions immédiates. Toutefois, sur la diplomatie, qui reste un levier indispensable pour éviter l'escalade régionale et protéger les civils. Entre exigences de justice, impératifs de paix et complexité géopolitique régionale, la République démocratique du Congo illustre toute la difficulté de concilier dialogue politique et lutte effective contre le recrutement des enfants soldats. Une réalité qui rappelle l'urgence d'actions plus fermes et coordonnées pour protéger le plus vulnérable.
Infrastructure routière, on en parle dans ce journal. La route Mokali, située à l'est de la ville de Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation rend la circulation particulièrement difficile, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Sa réhabilitation devient bien plus qu'une urgence pour les usagers de cette voie très fréquentée. Plus de détails dans ce reportage signé Déborah Mpetsi. Sur ces tronçons, c'est le chaos. La route Mokali offre un spectacle désolant. Des lacs artificiels ont envahi la chaussée, rendant la circulation extrêmement difficile, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Un état de choses pénibles qui complique également le déroulement des activités commerciales dans cette partie de Kinshasa. La traversée de la route, une affaire des champions. Mécontent, ce commerçant exprime sa colère. Certains usagers pointent un doigt accusateur sur les autorités ayant en charge les infrastructures, tant au niveau national, urbain que local. Il convient de rappeler qu'au regard de la gravité du mal sur la route Mokali, il y a urgence d'une réponse musclée. D'une rive à une autre du fleuve Congo, en République du Congo, Denis Sassou Nguesso est une nouvelle fois candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle prévue le 15 mars 2026. Investi par le Parti congolais du travail et soutenu par la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 1979 avec une interruption entre 1992 et 1997 pourrait franchir un cap symbolique. Près d'un demi-siècle à la tête du pays, une annonce qui relance le débat sur l'alternance démocratique alors que l'opposition politique peine encore à s'unir face à un président dont la longévité politique marque profondément l'histoire contemporaine de la République du Congo. À 82 ans, Denis Sassou Nguesso a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 15 mars prochain. Investi par le Parti congolais du travail, au pouvoir depuis des décennies, le chef de l'État compte briguer un nouveau mandat, prolongeant ainsi une trajectoire politique qui domine la vie publique congolaise depuis plus de 40 ans entre périodes des présidences et de retour au pouvoir. Mais du côté de l'opposition et d'une partie de la société civile, cette candidature suscite des interrogations profondes. Beaucoup dénoncent un paysage politique verrouillé où l'alternance peine à s'imposer comme une possible réalité. La question n'est plus simplement celle de la longévité au pouvoir, mais aussi celle du renouvellement démocratique. Depuis la réforme constitutionnelle de 2015, qui avait notamment modifié les conditions liées à l'âge et au nombre de mandats, Denis Sassou Nguesso a consolidé sa position à la tête du pays. Aujourd'hui, ses détracteurs estiment que les scrutins de 2026 se déroulera dans un climat où l'équilibre des forces reste largement en faveur du pouvoir en place. À quelques semaines du scrutin, une certitude s'impose. Plus qu'une élection, c'est une nouvelle page de l'histoire politique congolaise qui s'écrit avec pour beaucoup un fort sentiment du déjà-vu. Un président parti pour 50 ans au pouvoir. Le monde des médias sénégalais est en deuil. C'est jeudi. Le journaliste et présentateur de la radio Futur Média, Georges Détié Diop, est décédé ce matin des suites d'un malaise, peu après avoir assuré la présentation du journal et co-animé l'émission RFM Matin. Figure appréciée des auditeurs, il était reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et son engagement au service de l'information. Sa disparition brutale a suscité une vive émotion au sein de la rédaction de RFM et dans l'ensemble de la presse sénégalaise. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal a salué la mémoire d'un journaliste engagé et très respecté. Ces obsèques sont prévues ce samedi à Nianganyao, au sud-est de Dakar. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ses principales articulations. À Goma, une nouvelle page diplomatique semble s'écrire. Viviane Van de Peer, la chef intérimaire de la MONUSCO, y effectue sa toute première mission depuis la prise de la ville par l'armée rwandaise. Quels enjeux derrière cette entrée en scène dans un contexte sécuritaire toujours sensible? Sur le front continental, la République démocratique du Congo décroche un second mandat au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une reconnaissance diplomatique certes, mais pour quel impact sur la guerre au sein d'une Union africaine moins influente et incapable de condamner les multiples viols du droit international des RDC et les actes criminels du Rwanda?
Et puis, regard vers Brazzaville. Denis Sassou Nguesso parti pour un demi-siècle au sommet de l'État entre longévité politique du président de la République du Congo, candidat à sa propre succession et les débats sur l'alternance. La question fait couler beaucoup d'encre. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal et bonne suite de programmes à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Messieurs et dames, bonsoir.